d'approfondir certaines notions techniques dans cette troisième leçon, j'aimerais commencer par une récapitulation de tout ce que nous avons appris jusqu'à présent concernant la thérapie pastorale multidimensionnelle et dynamique. Thérapie pastorale multidimensionnelle et dynamique. Leçon 3 donc. Alors, comme je vous disais, tout le cours est basé sur le livre du Dr Massamba intitulé « La libération des envoûtés ». Mais ces livres ne portaient pas ce titre-là initialement. Les livres portaient le titre suivant lors de la présentation de cette thèse aux États-Unis en 1972, le 2 juin. Les livres portaient le titre suivant. Dynamique psychothérapeutique en Afrique de patients ensorcelés. Dynamique psychothérapeutique en Afrique de patients ensorcelés. Sous-titre, vers une thérapie multidimensionnelle en psychiatrie sociale. C'est vraiment un livre de psychiatrie sociale et un livre de thérapie dynamique. Mais dans l'introduction du livre, nous distinguons 3 points. Le premier point aborde le sens de l'étude. Le deuxième point esquisse le but de l'étude. Le troisième point élabore la thèse de l'étude et le quatrième et dernier point, la méthodologie. Alors, quel est le sens de l'étude? Le problème qu'aborde le docteur Massamba ici, c'est le problème des envoûtés, de l'envoûtement. Des gens qui se plaignent d'avoir été attaqués par ceux ou celles qui sont contre eux dans leur corps, dans leur profession, dans leur vie, dans leur couple. Alors, c'est ça, les gens qui se plaignent de l'envoûtement. Et c'est très important de savoir que le pasteur Massamba a rencontré ces cas un peu partout, dans l'église, dans les hôpitaux, dans les écoles, à l'université. Il a rencontré des gens qui se plaignaient de l'envoûtement. Donc, le sens de l'étude est là. Comprendre les gens qui se plaignent d'envoûtement et élaborer un traitement dynamique, une thérapie dynamique, des gens qui souffrent mentalement et qui expriment cette souffrance en termes d'envoûtement. Deuxièmement, le but de l'étude. Le but de l'étude est quadruple même, je dirais. Alors, il parle des hypothèses suivantes d'abord. Dans la littérature anthropologique, l'envoûtement, que l'on appelle Kindoki, est souvent considéré en Afrique comme la cause d'un échec, d'un malheur, d'une maladie. Alors, il élabore les hypothèses suivantes pour comprendre cette explication-là. Premièrement, la croyance à Kindoki ou Kindoki fournit une issue à l'hostilité contenue, à la frustration et à l'anxiété. Deuxièmement, cette croyance, ces accusations de sorcellerie sont portées contre des personnes qui sont en tension avec la personne qui les accuse. Il y a tension relationnelle. Troisièmement, la croyance au Kindoki reflète la perception que l'individu se fait des tensions sociales et de leur impact dans la communauté et dans sa propre vie. Et quatrième hypothèse, la croyance au Kindoki sert à souligner ou à dramatiser une éthique sociale par le moyen d'épisodes réels ou imaginés, et le comportement antisocial est attribué soit au Ndoki, soit à la personne envoûtée qui est attaquée. Toi, comment tu accuses ton père ou ton oncle qui va détruire toute la famille? Alors donc, c'est très important de tenir compte de ces hypothèses-là. Et après, il va donner la thèse de l'étude à la page 8. Quelle est la thèse de l'étude?
À la lumière de toutes ces observations, voici un peu l'hypothèse qu'il formule et qui sera soumise à l'examen, qui est soumise à l'examen dans son étude. Les croyances liées au Kindoki sont une représentation des tendances inconscientes de la personne vers l'intégrité. Les croyances liées au Kindoki sont une représentation des tendances de la personne vers l'intégrité. La personne veut atteindre son intégrité, son autonomie, et cette croyance lui permet justement de tendre vers. La croyance au Kindoki semble toucher donc aux crises psychosociales de l'individu et même aux crises psychosociales de la famille et de la communauté. Alors c'est très important et ces crises peuvent justement avoir des effets néfastes dans la santé de l'individu. Santé mentale, santé physique et santé spirituelle. Il est donc important de concevoir en cas de problème de santé mentale exprimé en termes de sorcellerie, il est important de concevoir le traitement en tenant compte justement de cette expression symbolique, culturelle de la maladie. C'est très, très important. Alors vient la méthodologie, à côté de toutes les lectures classiques que l'auteur a faites, n'est-ce pas? Il a utilisé les entretiens pastoraux de 66 à 70. Il a utilisé la méthode d'interrogation. Il a participé aux palabres traditionnelles de Kindoki, des conflits de Kindoki. Il a envoyé un questionnaire à des gens qui ont répondu, souvent ses étudiants. Et il a fait même des excursions en milieu rural et auprès de prophètes en milieu urbain pour s'informer sur le terrain. Alors ça, c'était donc dans l'introduction. Et après est venue notre première leçon qui a porté sur deux dynamiques de la sorcellerie. La dynamique de la croyance à la sorcellerie et la dynamique de la cosmologie, et moi je dirais la cosmogonie traditionnelle. Ça veut dire quoi? La dynamique de croyance, c'est que quand vous allez en Afrique, et chez beaucoup de gens qui sont très spiritualistes, rien ne se produit au hasard. Tout ce qui se produit dans la vie a un agent qui intervient pour le produire. Ok? Alors, les croyances culturelles représentent donc un ensemble donné des catégories de l'expérience liées à des repères intellectuels déterminés qui donnent aux gens d'expliquer l'inexplicable. Par exemple, la cause de la maladie, incurable, etc. Comment l'expliquer? On va recourir aux croyances. Et ces croyances fonctionnent comme des causalités culturelles, n'est-ce pas? Des explications culturelles, des phénomènes inexplicables. C'est la dynamique de croyance. Hein? La croyance devient dynamique parce qu'elle est utilisée pour expliquer l'inexplicable. Et c'est très important. Alors, quand quelqu'un, par exemple, est névrosé, psychotique, schizophrénique, mentalement dérangé, on va dire, on lui a lancé un sort. Ou bien on va dire, ah, je pense qu'il y a un problème avec son oncle, avec son père, etc. Ou au travail, il a été, n'est-ce pas, envoûté. Eh bien, ce sont des explications dynamiques qui viennent de la culture pour expliquer l'inexplicable ou le complexe. Deuxième dynamique, c'est le cosmos, la façon dont on conçoit le cosmos. En Afrique et partout où l'on croit qu'il soit en France, en Asie, aux États-Unis, ici au Canada, c'est cette façon de concevoir la causalité de nos maladies, de nos infortunes, de nos coups qui nous arrivent au travail, cette façon de les expliquer par les Kindoki ou par la sorcellerie, est basée sur notre conception du monde. Le monde dans lequel nous vivons, selon les gens qui vivent, qui expliquent les phénomènes qui leur arrivent,
les souffrances, les maladies qui leur arrivent par la sorcellerie. Le monde dans lequel nous vivons n'est pas seulement un monde physique, cosmologique. Cosmiquement, nous vivons dans un monde qui est à la fois physique et spirituel. Puis il y a des phénomènes visibles et invisibles. Et souvent, les forces de sorcellerie vont intervenir au niveau invisible pour attaquer le visible, de façon invisible, sophistiquée ou métaphysique. Alors, donc, cette conception du monde en monde visible et invisible, c'est ce que nous appelons la cosmogonie africaine ou la cosmologie des cultures spirituelles. Eh bien, c'est une façon qui nous joue des tours parce que ça prépare le terrain d'explication du phénomène de la sorcellerie, de ses croyances. Autrement dit, les cadres, la structure matérielle, si vous voulez, l'infrastructure conceptuelle de ces croyances, c'est la cosmologie ou la cosmogonie traditionnelle. C'est-à-dire la manière dont nous concevons le cosmos, le monde. Le monde dans lequel nous vivons est un monde à la fois visible et invisible. Et dans ce monde, nous sommes en relation les uns avec les autres, mais aussi nous sommes en relation dans ce monde avec des forces négatives et des forces positives, avec le bien et le mal, avec la haine et la jalousie. Vous voyez, il y a des paires d'éléments ou de forces qui sont en relation avec nous, et ces paires de forces ou d'éléments, forces, eh bien, sont en lutte les unes contre les autres. Les forces du mal combattent les forces du bien. La haine combat l'amour, n'est-ce pas? La jalousie combat, n'est-ce pas, l'acceptation et de l'autre, etc. Nous sommes dans ce monde-là de lutte entre les forces néfastes et les forces bénéfiques. Alors voilà un peu cette cosmogonie qui au fond constitue la base réelle de la croyance en la sorcellerie. Parce que s'il n'y avait pas un monde où il y a des forces invisibles qui peuvent être néfastes ou bénéfiques, il n'y aurait pas de lutte entre les forces du mal et les forces du bien, on ne parlera pas de sorcellerie. Voilà donc un peu jusque là où nous nous sommes arrêtés. Et maintenant, à partir de ces croyances, ces dynamiques de croyances et de cette cosmologie, Dr Massamba va élaborer, n'est-ce pas, sa thérapie dynamique. Il commence par étudier la conception du monde et comment dans cette conception du monde, on doit diagnostiquer les problèmes mentaux, psychiques, spirituels que souffre l'individu qui se plaint d'ensorcellement. Donc, maintenant, dans la troisième leçon, nous étudions la problématique d'une conception du monde et du diagnostic dans cette conception du monde que nous venons de voir, conception du monde qui postule l'existence de forces invisibles et visibles, des forces maléfiques et bénéfiques, qui sont en lutte dans ce monde, et souvent cette lutte se passe entre les hommes. Les concepts de Kindoki et ses dimensions, c'est le premier chapitre ou la première section de cette première leçon sur la conception du monde africain, la conception africaine du monde, ou la conception spirituelle du monde, et les diagnostics. Les concepts de Kindoki et ses dimensions. La cosmologie perçue par l'Africain est le résultat d'une construction expérimentale, je dirais historique. Elle est devenue une structure pour la définition de l'ordre social, donnant naissance aux croyances sociales. Les croyances pour les Africains ne sont pas seulement les attitudes mentales, elles sont l'expression de la vie personnelle et sociale. Quand un vrai Africain songe quelqu'un qui est en train de l'attaquer dans un rêve, il le voit dans un rêve l'attaquer,
eh bien, il se réveille la journée et croit que cela s'est passé réellement. Vous voyez? Alors, c'est important pour lui, cette construction n'est pas seulement une construction mentale, c'est du réel. Alors, maintenant, un Européen qui a analysé un peu la problématique des lanceurs de sorts, et il s'appelle Evan Pritchard, dans son anthropologie sur la sorcellerie, les oracles et la magie, chez les Azandais, publié aux éditions Gallimard en 1972, lui voulait distinguer le jeteur de sorts des sorciers. Et je vous donne ces distinctions que Dr Massamba donne. Selon Evan Pritchard, le jeteur de sorts utilise la magie pour perpétrer ses mauvaises actions, tandis que le sorcier agit parce qu'il a un type spécial de personnalité, de force en lui, ce qu'on appelle le kundu. Diabandoki, le kundu, la poche du sorcier. Il n'a pas besoin de magie pour faire ce travail-là, il a la force en lui pour faire le mal. Les jeteurs de sorts sont conscients de ce qu'ils font et agissent délibérément, tandis que le sorcier peut agir consciemment ou inconsciemment. Il peut foudroyer quelqu'un, l'attaquer consciemment ou inconsciemment. C'est plus fort que lui. Il ne contrôle pas sa puissance. Le jeteur de sorts peut être poussé par la colère, l'envie ou la bienveillance passagère, tandis que le sorcier a un penchant permanent à faire du mal. Il est un antisocial en permanence. Il s'en fout du bien de l'autre. Quatrièmement, les actions du jeteur de sorts dépendent, n'est-ce pas, des substances matérielles qu'il utilise, des formules, des ossements, des morts qu'il va utiliser, tandis que le sorcier n'a pas besoin de substances matérielles. Il peut utiliser juste sa parole et ça fonctionne. Voilà un peu la différence qu'il établit, mais en réalité, Dr Massamba dit, en réalité, chez le Congo qu'il a plus étudié, le sorcier peut être à la fois volontaire et involontaire. Il peut utiliser aussi des choses matérielles pour faire du mal. La distinction entre le jeteur de sorts et le sorcier n'est pas très tenue, n'est pas du tout très considérée. Un jeteur de sorts, pour un Congo, c'est un Ndoki, et un Ndoki peut jeter le sort. Alors, vient alors au deuxième point, après, n'est-ce pas, les concepts de Kindoki et ses dimensions conscientes et inconscientes, vient la terminologie. Et là, il étudie plus la terminologie de la sorcellerie chez le Congo. Vous pouvez l'étudier dans votre propre ethnie. Là-bas, deux mots qu'on utilise beaucoup, c'est le mot loka, ça veut dire jeter le sort, désigne l'action par laquelle une personne inconnue exerce un pouvoir destructeur sur quelqu'un, à lokiye, azolokabatu, on le dit en lingala. Ça c'est le premier. Puis vient le mot de kindoki, c'est-à-dire la pratique même de kuloka, de faire le mal. Et là, il y a ce qu'on appelle en Kikongo nsibu, c'est la malédiction, quelqu'un qui lance des malédictions, et celui qui fait de telles choses, c'est-à-dire qui cible les gens, qui lance des malédictions, est très dangereux dans son verbe. Et c'est là que je rejoins une anthropologue de la sorcellerie qui s'appelle Jeanne Favre-Sada, qui a étudié la sorcellerie en France, dans le Bocage, et qui a dit en sorcellerie, quand c'est la parole, c'est la guerre. Le verbe loka, qui n'est pas très populaire chez nous justement, est très dangereux. Parce que quand quelqu'un, il loka quelqu'un, un autre, et bien il lance des sorts. Il le maudit. Il le rend malade. Alors il faut tenir compte de ce vocabulaire-là. Ndoki et loka, ça va ensemble. Alors le ndoki, on dit aussi qu'il mange, qu'il dia, tiangabat.
La question est de savoir s'il les mange de façon anthropophagique, matérielle ou symboliquement. C'est encore une autre question que vous pouvez poser, un autre vocabulaire qu'il faut prendre avec des pincettes. Alors, deux raisons, selon Massamba, semblent être à l'origine du verbe dia, c'est-à-dire manger. D'abord, vonda, tuer, puis loka, empoisonner. Et il parle de loka, empoisonner aussi. Alors, il dit, et ce sont des actes physiques que l'on peut accomplir par des moyens violents. On peut tuer avec un coup de machette, avec une hache, etc. Avec un fusil. On peut empoisonner avec des moyens matériels. Est-ce que ces actes physiques veulent aussi signifier que l'Ndoki peut devenir anthropophagique ou peut-être anthropophagique? C'est une autre question. Comme Dia appartient au domaine psychométaphysique pour d'y dévorer, le patient peut réagir par des procédés de réaction et dire il veut me manger, pour dire il veut me faire mal, il veut m'anéantir, il veut me neutraliser. Nous ne savons pas réellement ce qui se passe. Il y a certains Ndoki qui disent qu'ils participent réellement à un repas rituel. Deuxièmement, l'échange de nourriture entre les membres du même clan appartenant aux règles de la vie traditionnelle. Et de plus en plus, là où il y avait le kindoki, les gens avaient peur des échanges de nourriture parce qu'ils disaient que c'est à travers la nourriture qu'on transmettait le kindoki. Le kindoki désigne un pouvoir, le pouvoir que possède le ndoki. La sorcellerie, c'est un pouvoir que possède le sorcier. Le pouvoir de faire du mal à d'autres personnes. Le kindoki désigne aussi la conscience qu'a le patient de son envoûtement. Un patient qui est kindokisé, si vous me permettez le terme, se sent envoûté, se sent étouffé, se sent neutralisé, dérangé, troublé par une force étrange, négative, et on dit que, justement, il a été envoûté. Et certaines, Bakongo veut dire, il a été envoûté. Loka, lokwa ka lokole, ka lokole. Ugutia kindoki kena. On l'a envoûté, il est sous le coup de l'envoûtement. Le mot kindoki est utilisé donc comme à la fois la puissance d'envoûter et la conscience d'être envoûté. Puissance d'envoûter pour le ndoki et conscience d'être envoûté pour celui qui a été kindokisé. D'où le titre du livre, La libération des envoûtés. Troisièmement, la théorie de Kindoki. Après avoir vu le concept de Kindoki et ses dimensions, la terminologie. Deuxièmement, troisièmement, les théories sur le Kindoki. Le Kindoki n'est pas à confondre la magie. Magie et sorcellerie sont deux phénomènes différents qui ont bien fasciné le monde. On parle de magie partout. Même les chrétiens parlent de magie. Simon le magicien se trouve dans Acte 8. Trois théories de base ont été évoquées comme explication possible de la croyance au Kindoki. Première théorie, la croyance au Kindoki est un moyen d'exprimer la haine, l'hostilité, la frustration, l'anxiété qui ont été réprimées. Kindoki s'est considéré comme une dynamique de la personnalité plus qu'une puissance comme tel un pouvoir. Voyez-vous? Seconde hypothèse concernant la sorcellerie et l'envoi des sorts est que cette croyance est le signe de tension entre le patient, l'envoûté, et le ndoki qui l'envoûte. La tension, la lutte, le combat qui existe. Le kindoki est défini comme le combat. Vous voyez, c'est la théorie de la lutte du combat entre le ndoki et le ndokisé, si vous voulez, la personne qui est attaquée. C'est la deuxième hypothèse. Troisième hypothèse, concernant la croyance à la sorcellerie et l'envoi des sorts,
cette troisième maîtrise est centrée sur le rôle qu'elle joue, que la société joue, de par sa dramatisation et son renforcement de l'éthique sociale. Les accusations contre le Ndoki ont été utilisées comme de moyens d'empêcher la personne de transgresser des mœurs sociales établies, comme le fait de ne pas tuer. Et c'est important de le savoir. Voilà donc quelques théories explicatives de Kindoki. Et moi j'insisterai, je dirais que le Kindoki est d'abord et avant tout, n'est pas d'abord avant tout une théorie. C'est une pratique qui consiste à faire du mal à l'autre, comme Caïn qui cherche à faire du mal à l'autre. Ésaü qui se décide de tuer Abel, dans Genèse 28. Et Ésaü hait Abel parce qu'Abel lui a volé sa bénédiction et se décide de le tuer. Il devient Ndoki. Il a en lui le kundu de la haine. Et il va tout faire, et il est craint même, quand vous allez dans Genèse 32-33, Jacob rentrant de Padam Aram ou de la Mésopotamie, il tremble littéralement avant de rencontrer son frère parce qu'il a peur d'être tué par son frère. Et pourtant, ils ont le même âge. Ils sont des frères jumeaux. Mais il y avait un contrôle d'Ésaü sur Jacob, et Jacob ne va échapper à ce contrôle que grâce à sa rencontre avec Dieu. Vous connaissez un peu le combat de Jacob avec l'homme, l'inconnu, pendant la nuit dans Genèse 32. Alors Jacob, au lieu d'être sous l'envoûtement d'Ésaïe, il va pour ainsi dire désenvoûter Ésaïe par la puissance de Dieu. Alors vous pouvez lire dans Genèse 31, 32 et 33. D'ailleurs, Jacob a eu aussi le même problème de kindokisme, si vous voulez, avec son oncle Laban, qui voulait le piller, l'exploiter, après l'avoir trompé concernant le mariage avec Rachel. Encore là, vous voyez, si vous lisez Genèse à partir du chapitre 28 jusqu'au chapitre 33, vous allez comprendre ce qu'on appelle le kundu de Bandoki. Et plus tard, nous allons voir ce qui lance le sort. Et dans le livre de Nombres, nous pouvons voir Balaam en train, n'est-ce pas, d'être utilisé par Balak pour lancer le sort contre les enfants d'Israël, mais il ne parviendra pas. Il ne peut pas faire le Kindoki parce que ça ne fonctionne pas avec Dieu qui bénit et qui protège le peuple d'Israël. Quatrièmement, le Kindoki, donc ici, nous avons déjà vu rapidement dans cette troisième leçon la dynamique des croyances, l'Africain et le cosmos. Et là, nous avons commencé à aborder une conception du monde et le diagnostic. Et dans cette conception du monde et le diagnostic, nous avons regardé le concept de Kindoki et ses différentes dimensions, la terminologie de Kindoki, Loka, etc. Les théories de Kindoki, certaines pensent que le Kindoki, c'est plutôt une théorie pour expliquer les tensions qui existent à l'intérieur d'une communauté entre les individus. Moi, je vais plus loin. C'est plutôt le Kindoki, c'est l'expression de puissance maléfique que les gens utilisent pour faire du mal aux autres. De puissance maléfique que les gens utilisent pour détruire, démolir les autres. Alors, le Kindoki dans son aspect multidimensionnel. Quatrième point dans cette leçon. Nous allons nous arrêter à ce quatrième point. Le Kindoki dans son aspect multidimensionnel est une attitude pratique et une croyance qui ne peuvent être comprises sans les relier à leur caractère multidimensionnel. Et c'est très important. La médecine occidentale envisage ces méthodes de traitement de façon atomistique. Quand vous êtes malade, en Occident, on va vous examiner, on va chercher les causes matérielles. Quelles sont les causes matérielles de la maladie? Puis on va attaquer la cause matérielle. Et puis quand on arrive au fait que la maladie est incurable, on ne peut plus rien faire matériellement. Dans la conception africaine de la maladie, on va au-delà de cette cause matérielle. On va chercher la cause à la fois psychologique et spirituelle. D'où la multidimensionnalité de la causalité dans ce contexte-là. La psychologie de la forme en Occident, par exemple, met l'accent sur la nécessité d'étudier une culture
comme un tout et non de façon fragmentaire. Les psychologues de la forme, en Occident, ont montré que la plus simple perception des sens ou analyse des règles séparées peut être prise pour l'expérience totale. L'envoûtement tel qu'un Africain le prouve est une partie de la totalité de sa culture. Vous ne pouvez pas séparer l'envoûtement, comme la maladie, de la totalité de l'existence de quelqu'un et de sa culture. Alors, dans l'Afrique traditionnelle, on définit la maladie et on effectue une thérapeutique en tenant compte de l'expérience globale de la personne. Vous arrivez chez un ganga, il commence à vous parler, puis il va vous poser des questions autour des tensions qui existent à l'intérieur de votre famille, de votre clan. Ceci suggère l'importance de considérer le Kindoki dans sa dimension globale, clanique, familiale. Et maintenant, dans la ville, c'est devenu même au niveau du quartier, du travail même. Ce qui revient à dire que Kindoki est un phénomène très complexe. Depuis quelques années, il s'est manifesté un intérêt croissant pour l'étude des religions africaines traditionnelles, et on continue à faire ces études, et des thèmes comme ceux de divinité, sacrifice, initiation, culte des ancêtres, sorcellerie sont étudiés dans les religions traditionnelles, divination, mouvement messianique, etc. Et à travers ces thèmes, on cherche à comprendre l'Africain. Je ne sais pas si on l'a compris. Il s'est mis en route une nouvelle recherche de compréhension des sentiments et des pratiques religieuses des Africains. Mais moi, j'essaye de distinguer en Afrique traditionnelle les pratiques religieuses de pratiques magiques. C'est pourquoi je parle plutôt de pratiques magico-religieuses, parce que les Africains ne distinguent pas les deux. Mais dans la Bible, c'est bien distingué. La magie n'est pas la religion. Et la religion n'est pas la magie. Quand on mélange les deux, c'est du syncrétisme. Les religions africaines traditionnelles diffèrent au plan pratique de leur pratique. Mais leur influence sur les domaines politiques, économiques, éthiques et spirituels ne peut être niée. On voit tout le monde faire recours aux pratiques traditionnelles, au culte des ancêtres, à la protection des ancêtres. Pour l'Africain, la religion était aussi importante que n'importe quel autre phénomène pour la formulation de la personnalité et le maintien de l'ordre social. Mais cela est aussi vrai dans l'Occident traditionnel, comme cela était vrai chez les Juifs, chez les Égyptiens, etc. La religion, les traditions même mystiques étaient le fondement même de l'ordre social. C'est inséparable. C'est une vérité universelle. Toute l'Europe romaine, n'est-ce pas, l'Europe romaine plutôt, a été construite sur le socle de la religion catholique. L'Empire romain était construit sur le socle de la religion catholique. Il faut donc remarquer que la religion, en Afrique comme ailleurs, constitue, n'est-ce pas, je dirais, la colonne vertébrale du fondement spirituel d'une société. En religion africaine, il y a cette croyance aux bons esprits et aux mauvais esprits. Comme en religion chrétienne, il y a les démons, puis il y a les bons anges. Les mauvais esprits sont aussi omniprésents et aussi actifs dans la vie des hommes que le bon. L'homme donc peut être attaqué par les mauvais esprits et protégé par le bon esprit. Et il faut vraiment remarquer que la religion africaine ne marque pas un abîme entre le bon et le mauvais esprit. On ne les sépare pas vraiment. Et c'est là qu'il faut être très, très, très prudent lorsqu'on parle des esprits dans le monde africain. C'est rare qu'on va distinguer directement les bons et les mauvais esprits sans voir les actions de ces esprits dans la vie humaine.
L'homme doit faire un choix entre ces deux réalités coexistantes avec lui. Et on peut mettre en colère les esprits ancestraux qui sont bons, protecteurs, puis se fâchent contre vous parce que vous n'avez pas fait quelque chose que ces esprits exigent. Un ganga, ngombo, un devin, consulté, peut indiquer de façon générale ou particulière un esprit ancêtre avec qui il faut se réconcilier. Et c'est là qu'on tombe dans le spiritisme, que je ne vous conseille pas, parce que nous sommes là justement pour lever tout équivoque concernant le spiritisme. Alors, un peu pour récapituler, dans ces chapitres où nous abordons la conception africaine ou spirituelle africaine du monde et les diagnostics en psychothérapie, nous avons essayé de distinguer le concept de Kindoki et ses différentes dimensions. Et nous allons voir de plus en plus les dimensions psychologiques, les dimensions sociologiques, les dimensions psychiques de Kindoki. Nous avons essayé de regarder la terminologie surtout en langue Kikongo, le Ndoki, le Kindoki, le Kuloka, etc. Nous avons essayé d'esquisser avec Massamba les théories explicatives du Kindoki, et c'est la théorie que je retiens le plus. Le Kindoki, c'est la manifestation des tensions entre les individus, n'est-ce pas, qui luttent pour, n'est-ce pas, une raison déterminée, comme ça peut être sans raison, parce que le Ndoki peut sévir sur une victime sans aucune raison. Alors, nous avons enfin vu le Kindoki comme un aspect multidimensionnel. Il ne faut donc pas réduire le Kindoki à une de ces dimensions. Le Kindoki, c'est un phénomène qui a plusieurs dimensions. Et nous allons commencer à décortiquer ces dimensions à partir